Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment central en pratique clinique, la prostatite. Ça peut paraître simple au premier abord, mais vous allez voir, c'est un domaine rempli de petits pièges, que ce soit pour le diagnostic ou pour le traitement. Bien maîtriser ce sujet, c'est vraiment la clé pour éviter des complications qui peuvent être sérieuses. Allez, on plonge ensemble dans ce guide. Imaginez le scénario, un grand classique des urgences ou du cabinet médical. Un homme se présente avec une fièvre qui grimpe et, a priori, rien d'évident pour l'expliquer. Pas de toux, pas de mal de gorge. La grande question c'est, où est-ce qu'on va chercher? Souvent, la réponse est juste là, mais on a tendance à la sous-estimer. Et la réponse, c'est ce réflexe qu'il faut avoir immédiatement. Devant toute fièvre inexpliquée chez un homme, le mot prostatite doit s'allumer dans votre tête. C'est systématique. Ne pas y penser, c'est prendre le risque de passer à côté d'une véritable urgence médicale. Parfait. Maintenant que le contexte est bien posé, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Avant de parler diagnostic et traitement, revenons un instant sur les fondamentaux. C'est quoi exactement une prostatite? Et surtout, qui sont les patients les plus à risque? En fait, c'est assez simple à visualiser. La prostatite, c'est tout simplement une infection de la prostate. Généralement, des bactéries qui se trouvent dans l'urètre décident de remonter, de coloniser la glande prostatique et d'y proliférer. Ça crée une inflammation, une infection et tout le tableau clinique qui va avec. Et c'est là que ça devient intéressant en pratique, parce qu'on a vraiment deux grands profils de patients. D'un côté, on a l'homme plus âgé. Chez lui, la cause est souvent mécanique. Il a un adénome de la prostate, ce qu'on appelle une hypertrophie bénigne, qui gêne la vidange de la vessie. L'urine stagne. Et ça, c'est un véritable bouillon de culture pour les bactéries digestives, avec l'Escherichia coli en tête de liste. Et de l'autre côté, on a le patient plus jeune. Là, le raisonnement doit être complètement différent. On pense tout de suite à une infection sexuellement transmissible, comme le gonocoque ou la chlamydia. Bien. Abordons maintenant l'étape vraiment cruciale. Comment poser le diagnostic de prostatite aiguë? C'est vraiment là que le raisonnement clinique et les bons réflexes font toute la différence. Le plus souvent, le tableau clinique est assez bruyant, on ne peut pas le rater. On a une triade de symptômes très évocatrices. Primo, une fièvre élevée qui monte d'un coup, parfois jusqu'à 40 degrés. Secondo, des signes urinaires très clairs. Ça brûle, quand on urine, on a tout envie. Et tertio, des douleurs dans le bas-ventre, dans la région du pelvis. Cette association des trois est quasi pathognomonique. S'il y a un seul geste, un seul examen à retenir dans ce contexte, c'est celui-ci. Le diagnostic de la prostatite aiguë, il repose presque entièrement sur le toucher rectal. C'est absolument indispensable, on ne peut pas s'en passer. Et qu'est-ce qu'on cherche? À la palpation, la prostate est gonflée, augmentée de volume, mais surtout elle est ce qu'on appelle exquise. C'est un terme médical pour dire qu'elle est extrêmement douloureuse. Le simple contact du doigt réveille une douleur très intense. Ça, c'est le signe qui confirme le diagnostic. Et, en même temps, réflexe systématique, on palpe l'abdomen pour vérifier qu'il n'y a pas de globe vésical, c'est-à-dire une vessie pleine qui n'arrive pas à se vider. Bon, pour être complet et bien orienté la suite, on a besoin de quelques examens. D'abord, les prélèvements. On fait un ECBU, l'analyse d'urine, et des hémocultures, c'est-à-dire une recherche de bactéries dans le sang. Le point capital, on fait ça avant de commencer le moindre antibiotique, sinon les résultats seront faussés. Ensuite, un bilan sanguin va nous montrer le syndrome inflammatoire avec les globules blancs et la CRP qui monte en flèche. Et enfin, si on a un doute sur une rétention d'urine, une petite échographie rapide au-dessus du pubis permet de voir tout de suite le globe vésical. Voilà, le diagnostic est posé. Maintenant, il faut agir et agir vite. Mais surtout, il faut agir correctement. Voyons ensemble le traitement et, encore plus important, les erreurs à ne surtout pas commettre. Attention, parce que ce qu'on va aborder maintenant est fondamental. C'est peut-être le message le plus important de toute cette présentation. Dans la prostatite aiguë, il y a des gestes qui peuvent paraître logiques, mais qui sont en réalité formellement interdits et même dangereux. Alors, notez bien ceci. Premièrement, interdiction de faire un massage prostatique pour essayer d'obtenir des sécrétions. C'est une très mauvaise idée, ça risque de provoquer une septicémie en libérant massivement des bactéries dans le sang. Et deuxièmement, le point crucial, en cas de rétention d'urine, il est absolument, formellement contre-indiqué de poser une sonde urinaire classique par l'urètre. C'est une faute grave. Alors, que fait-on si le patient est bloqué? Il n'y a qu'une seule et unique solution, le cathétérisme suspubien, qu'on appelle aussi KSTP. C'est un geste qui consiste à aller ponctionner la vessie directement à travers la peau du ventre pour la drainer, en passant donc complètement à distance de la zone infectée. Pour le traitement de fond, bien sûr, ce sont les antibiotiques. On les démarre tout de suite après les prélèvements. On choisit des molécules qui diffusent bien dans le tissu de la prostate, comme les fluoroquinolones ou les céphalosporines de 3e génération. Et le point clé ici, c'est la durée. Le traitement doit être long.
On parle de 2 à 6 semaines pour être sûr de tout nettoyer et d'éviter que ça ne revienne. Si le patient est en état de choc septique, on ajoute en plus un aminoside en intraveineux pour les 3 premiers jours pour frapper fort. Évidemment, les antibiotiques ne font pas tout. Il faut aussi s'occuper du confort du patient. On donne des antidouleurs, on s'assure qu'il boit bien et on lui conseille du repos. On ajoute aussi très souvent des alpha-bloquants. Ce sont des médicaments qui aident à détendre les muscles à la base de la vessie et qui facilitent la miction, diminuant ainsi le risque de blocage. On a bien parlé de la forme aiguë, explosive, mais il existe une autre forme plus sournoise, plus discrète, mais tout aussi embêtante, la prostatite chronique. Là, on change complètement de registre. La forme aiguë, c'est un incendie. La forme chronique, c'est un feu qui couve. Les symptômes sont beaucoup plus vagues. Des petites brûlures de temps en temps, des petites fièvres qui vont et qui viennent, une gêne urinaire intermittente. Et le plus grand piège, c'est que le toucher rectal est souvent parfaitement normal, ce qui peut nous égarer. Le diagnostic est donc plus subtil. Il faut y penser chez tout homme qui fait des infections urinaires à répétition sans cause évidente. L'examen de référence, c'est de comparer une analyse d'urine faite avant et une autre faite juste après un massage prostatique. Ici, contrairement à la forme aiguë, le massage est non seulement autorisé mais nécessaire. On peut aussi compléter avec une spermoculture pour essayer d'isoler le germe. Pour le traitement, on n'est plus dans un sprint, mais dans un véritable marathon. Il faut une antibiothérapie très prolongée, on parle de 3 à 6 mois, bien ciblée sur le germe qu'on a trouvé. Les alpha-bloquants sont toujours utiles pour le confort, mais il faut être très honnête avec le patient, le taux de rechute est très élevé, il peut aller jusqu'à 40%. La guérison complète est parfois difficile à obtenir. Bon, pour terminer, essayons de synthétiser tout ça en quelques réflexes cliniques, les points absolument essentiels à garder en tête dans votre pratique de tous les jours. Voilà le résumé à retenir. Point 1, un homme avec de la fièvre, c'est un toucher rectal et un ECBU. Point 2, une prostate douloureuse au toucher, ça signe la prostatite aiguë. Point 3, si le patient est en rétention, c'est cathéter suspubien et rien d'autre. Et enfin, point 4, les traitements sont longs, on compte en semaines pour l'aigu et en mois pour la chronique. Ce qui nous amène à une toute dernière question pour la route. Une fois qu'on a traité l'épisode aigu, que le patient va mieux, est-ce qu'il est vraiment guéri pour de bon ? Ou est-ce qu'on n'a pas simplement ouvert la porte à un risque de passage à la chronicité ? Ça montre bien à quel point le traitement initial doit être parfaitement mené et le suivi rigoureux. La discussion reste ouverte.